est vaste. Et si Irina va nous parler ce soir du Baïkal, peut-être d'abord nous expliquer quel lien spécifique elle entretient avec la région du Baïkal. Merci beaucoup pour être là ce soir. Merci pour votre intérêt que vous portez à notre pays. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et quel lien? Je suis sibérienne, tout d'abord sibérienne, après je veux dire je suis russe, bien sûr. Et maintenant je suis un peu française aussi, parce que depuis quelques années j'habite entre la France, je partage ma vie entre la France, la Haute-Savoie et la ville d'Irkoutsk. Donc nous allons partir pour le Baïkal. Donc je vais vous parler ce soir du lac Baïkal, où je suis née, en Sibérie orientale. Et excusez-moi, je vais me servir un peu de mes feuilles parce que j'ai peur de partir trop loin dans les immensités de mon lac, donc il faut que je me gère un peu. Donc encore inconnu des Européens, de tous les Européens, un siècle et demi après la découverte par Christophe Colomb de l'Amérique, rapidement cité pendant le premier cours de géographie sur la Russie à l'école normale en 1795, le Baïkal acquiert sa notoriété internationale à la faveur de deux événements qui ont popularisé son nom. C'est tout d'abord la sortie du roman de Jules Verne, Michel Strogoff, en 1876, et un autre événement, 120 ans après, c'est l'inscription du lac Baïkal par l'UNESCO au patrimoine mondial comme l'exemple le plus exceptionnel de l'écosystème de l'eau douce de la planète. Le Baïkal, il est exceptionnel et c'est vrai pour plusieurs raisons, parce que c'est le lac de tous les records. Tout d'abord, c'est le lac le plus volumineux du monde. Il contient, imaginez un peu ce chiffre, 23 000 km3, soit un cinquième des réserves d'eau douce non gelée de la planète. Pour comparer, c'est plus que le volume de la mer Balte, où c'est à peu près les 5 grands lacs américains pris ensemble. Ce record s'explique par sa profondeur et par sa taille. Donc déjà la taille, c'est 636 km de longueur et 80 km de largeur, donc c'est grand. Et c'est aussi le lac le plus profond du monde, comme je viens de dire, par sa profondeur, 1637 mètres de profondeur, donc il dépasse la Tanganyika, qui est à 1470 mètres de profondeur. Et bien évidemment, il laisse loin derrière le plus fameux lac d'Europe, le lac Léman, qui est le plus profond aussi, le lac naturel de l'Europe, avec ses 310 mètres de profondeur. C'est aussi le lac le plus vieux du monde, et en deux mots, on peut dire que les hommes, ils ont vu naître les lacs de notre planète, et le Baïkal, il a vu naître l'humanité. Pourquoi? Parce que tous les lacs, pratiquement tous les lacs sur notre planète, ils sont nés après la retraite des glaciers, il y a 15 000 ans. Et l'âge de Baïkal, c'est 25 millions d'années. Et sa formation, il est due à une grande fracture tectonique, donc son origine, c'est tectonique. Donc le Baïkal, il s'est formé dans un grand fossé quand les plaques se sont écartées. Et ce fossé, il bouge toujours, et le Baïkal, en fait, ce rift de Baïkal, chaque année, il s'écarte de 1 à 2 cm. Et cela veut dire qu'à l'échelle de temps géologique, on peut dire que c'est la naissance d'un nouvel océan au cœur de l'Asie. C'est aussi le lac le plus riche en espèces endémiques. Ça s'explique aussi par son ancienneté. Au cours de tous ces millions d'années, ces milliers d'années, les espèces, ils ont développé des caractéristiques spécifiques. Donc il y a plus de 1000 espèces végétales endémiques et plus de 2500 espèces animales endémiques. Et parmi elles, par exemple, un petit poisson golomanka
poisson nu, si on traduit ce mot, qui est composé principalement de la graisse et qui n'a pas d'écailles. Et ce poisson donne la naissance non à des œufs, mais à des larves, ce qui est très très rare. Et ensuite, c'est la nerpa. La nerpa, c'est le phoque de Baïkal, le phoque d'eau douce. Et il est différent des phoques de l'océan Arctique par ses griffes plus acérées, parce que pour creuser les trous dans la glace d'eau douce, donc il faut faire beaucoup plus d'efforts parce qu'il est beaucoup plus solide. Et aujourd'hui, les estimations, par exemple, de ce phoque, du nombre des phoques dans le Baïkal, varient entre 70 000 et 200 000 exemplaires. Donc, ils ne sont pas du tout en voie de disparition, mais ils sont quand même protégés par l'État. Il y a une période de chasse strictement autorisée. Il ne faut pas nier non plus le fait qu'il y a quand même des braconniers aussi, qui existent toujours. Mais ces phoques endémiques qui ne sont pas menacés. C'est aussi le lac, un autre record, c'est aussi le lac le plus limpide du monde. La transparence, vous savez, la transparence d'eau, elle se mesure avec le disque Secchi, un petit disque d'une vingtaine de centimètres avec l'écart blanc et noir. Donc la transparence de Baïkal, elle fait 42 mètres. Et par exemple, le lac d'Annecy, il est réputé pour sa pureté, pour sa transparence. Donc le lac d'Annecy, il ne fait que 14 mètres. Et il faut dire qu'une usine de cellulose a été installée au Baïkal dans les années 1960, un grand site industriel. Et cette usine, malgré des importantes installations de traitement de l'eau, a quand même pollué le Baïkal pendant un certain nombre d'années sur la surface à peu près de 170 km², ce qui représente 0,51% de la surface totale du lac. Et depuis décembre 2013, donc cette usine a été définitivement fermée. Le site est actuellement en réhabilitation. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de menace actuellement de menaces industrielles sur le lac Baïkal. Et l'eau du lac, elle est tellement pure qu'elle est exploitée et commercialisée partout chez nous, dans la région d'Irkoutsk, dans la région de l'Aloudé, de Bouriati, de l'autre côté du lac. On peut acheter l'eau de Baïkal embouteillée. Encore un autre fait qui est très très intéressant et surprenant, il y aura bientôt des photos de ça, c'est la banquise de Baïkal qui dure 4 mois. Le Baïkal en latitude, il ne se trouve pas très au nord, on est en Sibérie, mais on est en Sibérie du Sud. Donc en latitude, on n'est pas plus au nord que l'Angleterre. Et le Baïkal, il s'étend à peu près entre les deux villes, Londres et Glasgow. Mais ce qui change tout, c'est sa position longitudinale. Donc il se trouve à 100 degrés plus à l'est. Donc dans un climat sibérien continental, avec les froids en hiver, la chaleur en été. Donc c'est ça qui change tout. Donc l'épaisseur de la glace au sud du lac atteint 70 cm et au nord du lac jusqu'à 1,20 m. Imaginez cette grande couche de glace. Et sa surface, la surface de glace, elle n'est pas uniforme partout sur le lac. Donc il y a les étendues complètement débarrassées de la neige, de la glace toute lisse balayée par les vents. Ensuite, on va alterner des surfaces, des étendues enneigées, quand la glace, quand la neige colle avec un peu de soleil, colle beaucoup trop à la glace. Donc ce sont les étendues enneigées. Ensuite, il y a des longues crevasses ou des barrières de glace qu'il faut contourner sur des dizaines et des dizaines de kilomètres quand on roule là-dessus. Et le Baïkal, il commence à geler, il ne gèle pas tout de suite, un jour, il commence à geler début janvier. Là, on a déjà parlé ce soir avec quelques personnes. Donc, il y a déjà eu une partie de Baïkal qui est gelée en ce moment, mais le gel il finit à peu près fin janvier parce que pour geler cette grande quantité d'eau, il faut quand même beaucoup de temps. 31 500, à peu près 31 000 km², donc c'est à peu près les surfaces de la Belgique. Voilà. Les pêcheurs et quelque peu nombreux aventuriers, donc il y a quelques minutes on en a vu un, roulent sur la glace en moto,
aéroglisseurs, voitures, un sidecar aussi, donc les pêcheurs et quelque peu nombreux aventuriers. C'est pas tout le monde qui s'aventure à aller avec sa voiture sur la glace. Et certains villages ne sont accessibles, tout autour de Baïkal, certains villages ne sont accessibles qu'un bateau par exemple en été, et en hiver, c'est la police et les sauveteurs qui installent des uniques. Les routes balisées d'hiver où on peut rouler, il y a la limitation de vitesse, interdiction de doubler sur la glace. Et par exemple, en 1904, le transsibérien n'était pas encore complètement achevé. Les Russes, pour acheminer plus vite les renforts pendant la guerre russo-japonaise, ils ont installé les rails, les traverses et des rails sur la glace. Il y avait plusieurs milliers de locomotives et de wagons qui ont été tirés par les chevaux pendant cet hiver 1904. Et actuellement, la ligne du Transsibérien, qui relie Moscou et Vladivostok, il longe les côtes du lac Baïkal au sud sur près de 200 km. Et il y a aussi une ancienne petite voie de 90 km qui s'appelle d'ailleurs Boucle d'or du Transsibérien pour ses prouesses d'ingénierie, donc qui est desservie maintenant par un petit train touristique. Sur le Baïkal, il y a 22 îles, comme le lac il est immense, donc il y a des îles. Et la plus grande est pratiquement seule à être habitée, c'est l'île de Khon, qui fait à peu près la taille du lac Léman, 71 km de longueur, 15 km de largeur. Et il se trouve, cette île, vraiment au milieu du Baïkal, donc c'est le cœur de Baïkal, déjà géographiquement, et ensuite historiquement et culturellement, parce que le peuplement il est très ancien. Et cette île est mondialement reconnue comme le centre du chamanisme. Il y a les congrès des chamanistes qui se déroulent pratiquement chaque année maintenant. Et si on parlait des ombres un peu plus dans tout ça, il faut dire que à peu près au IIIe siècle avant notre ère, toutes ces terres, la Sibérie du Sud, étaient peuplées par les tribus qui sont rentrées dans l'histoire sous le nom des Huns ou des Mongols et des Tatars. Et ensuite, quand les Russes sont arrivés dans la région, c'était au XVIe siècle, plutôt au XVIe siècle en Sibérie, vers chez nous, la Sibérie orientale, la Sibérie du Sud, au XVIIe siècle, la région de Baïkal était peuplée de descendants de ces tribus. Donc c'était les Évinques, les Tofalars, les Tofs et essentiellement les Bouriates. Près de 336 rivières se jettent dans le lac Baïkal. Il y a juste une seule qui sort du lac Baïkal, l'Angara, et c'est au bord de cette rivière, à 60 km du lac, qui se trouve Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale, les portes de Baïkal, parce que rare quand même les voyageurs qui évitent Irkoutsk avant d'aller découvrir le lac Baïkal. La Sibérie était, vous devez savoir ça, était depuis longtemps la terre d'exil et d'accueil. Et du coup, les villes sibériennes se peuplaient depuis des siècles des gens de toutes les contrées russes. Et maintenant, la ville compte à peu près 620 000 habitants, près de 4 200 000 dans sa région. Irkoutsk, c'est une ville qui est très multinationale. Donc les Bouriates autochtones, nous les Russes, ensuite il y a les Baltes, les Ukrainiens, les Polonais, les Allemands, les Tadjiks, les Géorgiens, et tous ces gens, ils ont mélangé leur culture. Et on ne sait plus parfois dans l'architecture, par exemple, d'où on a pris certains motifs, ou dans nos traditions, à boire la vodka, ou à porter les toasts, ou à amadouer les esprits à chaque fois quand on va au Baïkal et on s'arrête à côté des poteaux chamaniques, même nous les Russes. Donc tout le monde a mélangé ces traditions. Et par exemple, à Irkoutsk, il y a plus d'une vingtaine d'églises orthodoxes, il y a aussi des églises catholiques, mais moins nombreuses. Ensuite, il y a un temple bouddhiste, une mosquée, une synagogue, et il y a maintenant pas mal de Chinois aussi qui habitent à Irkoutsk, on est quand même voisins.
Et finalement, qu'est-ce qui permet de protéger ce lac aussi grand pour dire que c'est le lac le plus pur du monde? Déjà, une grande partie des côtes du lac, ce sont des falaises abruptes qui ne sont pas accessibles pour l'eau. Et la plus grande partie de la ligne côtière du Baïkal, ce sont les réserves naturelles ou les parcs nationaux. Il y a 3 réserves naturelles et 2 parcs nationaux. Ensuite, il n'existe, ce qui est très bien, il n'existe pas de route qui contourne le Baïkal. Il y en a plusieurs qui descendent vers le lac, mais il n'y a pas une seule qui contourne. Donc faire le tour du Baïkal en voiture, ce n'est pas possible. À pied, oui. Et le tour du lac Baïkal, c'est quand même 2000 km à la ligne côtière. Donc il y a la route Moscou-Vladivostok, la route fédérale qui longe aussi, en même temps que le transsibérien, les côtes du lac au sud sur 200 km, mais sinon on peut dire que c'est à peu près tout. Hein. Et puis les villages autour du lac. Il y a 3 villes, on peut dire 3 grandes villes, qui sont situées sur les bords du lac Baïkal, mais c'est entre 25 et 15 000 habitants, c'est quand même pas énorme. Et puis les villages dont on entend parler le plus souvent, Listianka, Baïkal, Kougir sur l'île de Lefron, c'est des petits villages de 1000 à 1600 habitants. Et puis Ulan-Ude, par exemple, la capitale de la République Buryat, elle se trouve à 140 km du Baïkal. Donc Irkoutsk, comme j'ai dit, à 60 km. Et pour les habitants des berges du lac, pour nous, le Baïkal, ça reste quand même quelque chose de sacré. C'est le symbole de notre région. Donc j'espère que c'est ça aussi qui le protège. Et les habitants du lac, ils l'appellent rarement le lac. S'ils entendent dire quelqu'un, on va au lac, ils savent tout de suite que c'est quelqu'un qui est venu de Moscou, par exemple, ou de très très loin, en tout cas. Parce que nous, on dit, lui, quand on parle de Baïkal, il est furieux aujourd'hui, il est calme aujourd'hui, il a frappé très fort aujourd'hui quand il s'agit des grands craquements de glace au début du printemps, quand ça commence à bouger de plus en plus la glace. Et soit on dit on va à la mer. Tous les pêcheurs, ils disent la mer. Et comme toujours, Jules Verne, pour écrire son roman, il s'est très très bien documenté. Il a lu Le Voyage en Chine de M. de Bourboulon, le premier ambassadeur de France à Pékin, et de Madame de Bourboulon, qui parlait justement du fait que les habitants l'appelaient Madame la Mer. Mais bon, en russe, c'est du masculin, la mer. Et le romancier, Jules Verne, il force le trait quant aux dimensions du lac, ou surtout quand il parle des montagnes volcaniques qui l'entourent. Cependant, l'image que le lecteur retiendra du Baïkal n'est pas sans ressemblance avec le paysage réel, l'immensité, le climat sévère, le cadre montagneux, les violences des tempêtes. Et Michel Strogoff, vous le savez, il connaît d'emblée un grand succès. Son roman est traduit en plusieurs langues. Et pour les gens, ça devient un lac impressionnant et complètement connu, on peut dire, auréolé d'une part de mystère. Et l'ironie du sort, ce roman, il l'a écrit pour la visite de notre tsar Alexandre II à Paris. Il était interdit en Russie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il a été traduit et édité pour la première fois, il a été traduit à Irkoutsk en 1992, ce roman. Mais la première description littéraire de Baïkal, elle a été faite en 1662, il y a 20 ans, par notre archiprêtre Avakoum, qui rentrait de l'exil dans les mines de Transbaïkalie. Et il a dû traverser le Baïkal en hiver. Il y a même un tableau qui existe d'un grand peintre russe qui présente ça. Et lui, il a écrit Avakoum: autour, montagne haute, éperon rocheux et fort haut. J'ai couru 20 000 verstes et davantage, je n'en ai vu nulle part de semblable. Qu'en poissons, esturgeons et saumons, sterlettes et en moules, lavarets et autres espèces à foison.
Et un peu plus de 2 siècles plus tard, notre célèbre Anton Tchekhov, il traversait aussi le Baïkal. Il a écrit, et depuis un bateau, un vapeur Ermak, il a écrit aussi quelques lignes à son ami sur le Baïkal. Le Baïkal est étonnant. Et non sans raison, les Sibériens ne l'appellent pas lac, mais l'élèvent au rang de mer. L'eau est incroyablement transparente, au point qu'on voit à travers elle comme à travers l'air. Les rives sont montagneuses, couvertes de forêts, rien que solitude alentour, sauvage, sans recours. Mais ce sont les légendes boréates des autochtones qui peuvent nous permettre de mieux voir ce que c'est le lac pour le peuple autochtone. Ils le chantaient, ils racontaient beaucoup de légendes, les boréates, qu'ils transmettaient d'une génération en génération. Ensuite, ces légendes étaient transcrites en russe déjà à l'époque soviétique. Et ces légendes, ils parlent de monde animiste de la conception du monde animiste qu'ont les boréates chamanistes sur le monde. Donc pour eux, Baïkal, c'est un être vivant qui habite autour de Baïkal. C'est aussi les personnages, par exemple Sarma, la capricieuse et redoutable, Bargouzine et Kultuk, les courageux, les rivières Angara, la belle, Irkout, le fort, Rocher Burhan, demeure des esprits du lac. Et il y a deux légendes qui sont très connues, les plus connues, qui parlent justement de tonneaux de moule. C'était le jouet préféré de Baïkal, et que les vents ont décidé un jour de se partager, et puis ils ont commencé la guerre. Et Baïkal, père, il s'est fâché, il a caché dans ses eaux les plus profondes, ce qui a incité les vents de se mettre d'accord, de vivre en paix pour revoir ce jouet préféré, le tonneau de moule. Il ne faut pas confondre avec les moules. Au moule, c'est le poisson endémique, encore un endémique du lac Baïkal. Et ensuite, à partir à peu près du XVIIIe siècle, ça change un peu l'image de Baïkal, parce qu'avec les drames russes qui sont arrivés jusqu'en Sibérie, donc ces légendes, on peut changer. Vous savez, donc les tsars, ils se servaient de la Sibérie pour envoyer les gens en exil, en bagne, et du coup naissent les chansons qui parlent de la difficulté de la vie de ces prisonniers dans les mines de Transbaïkalie, et de leur tentative de fuir ces mines. Et par exemple, la chanson qui est le hymne de Baïkal s'appelle Glorieuse mer, Baïkal sacré. Elle est toujours chantée très souvent à table quand on fait la fête. C'est pas une chanson gaie, mais on la chante quand même en l'honneur de notre mère. Et elle a été composée par un neveu d'un des décembristes, Davidov, en l'honneur, en hommage à ces prisonniers qui tentaient donc de fuir. Glorieuse mer, Baïkal sacré, glorieux navire, tonneau de moule, et Bargouzine soulève la vague. Le brave atteindra bientôt le rivage. Et souvent, c'est vrai que les baignards qui fuyaient, ils traversaient le Baïkal en embarcation de fortune, donc les tonneaux où on séchait, conservait le poisson. Et lorsque notre chanson populaire vient en Russie centrale, vers 1900, il a été déjà connu chez nous en Sibérie depuis des dizaines d'années, et qui est devenu aussi une deuxième chanson symbolique de Baïkal. Et en 1980, c'est Jeanne Abitchevskaya, peut-être vous connaissez un peu son nom, qui a fait une interprétation et qui a connu un succès international. Cette chanson, ça s'appelle Dans les steppes sauvages de Transbaïkalie. Je vous cite aussi quelques lignes. À travers les steppes sauvages de Transbaïkalie, où l'on cherche l'or dans les montagnes, un vagabond maudissant son destin se traîne, sa besace sur l'épaule. Il s'est enfui de la prison par une nuit noire, et voilà que le Baïkal s'étend devant lui. Et les légendes, tous ces légendes, les chants populaires, c'est pas le passé pour nous. Par exemple, à Irkoutsk, il existe une édition pour les enfants, un magazine,
qui a été créé en 1991, donc il n'y a pas très longtemps, par la direction de la culture de la région d'Irkoutsk, qui s'appelle Sibirichok, le petit sibérien, et qui parle des grands noms sibériens, de l'histoire, de géographie, de l'écologie, et surtout il est connu par ses histoires de ce petit personnage Sibirichok et de son ami Sylvain Créchin, avec qui ils ont plein d'aventures autour du lac Baïkal. Du coup, dans l'imaginaire de nos enfants, le lac Baïkal, ça reste comme le personnage de leurs histoires, de leurs contes. Et le vrai chantre de Baïkal, un écrivain sibérien qui est né dans un tout petit village au bord de l'Angara, et ça me fait très très plaisir de parler de lui. Excusez-moi. Il s'appelle Valentin Rasputin. Il est toujours vivant, ce vieux monsieur. Et en 1967, déjà, il acquiert une renommée internationale avec un de ses premiers romans qui s'appelle De l'argent pour Maria, et ensuite avec un autre roman en 1976 qui s'appelle Adieu à l'île. Ce roman, il parle de la disparition d'une île au milieu de l'Angara, due à la construction d'un grand barrage de Bratsk qui a inondé pas mal de terre. Et lui, il place l'homme comme le personnage et le responsable moral dans tout cet univers de la nature, l'Angara, le Baïkal. Et bien sûr que dans tous ses livres, il parle toujours de son lac. Et pour conclure, je voudrais vous citer quelques lignes de son livre Sibérie, qui a été publié à Irkoutsk en 1990, qui n'a pas encore été traduit en français. Pour notre livre, on a traduit quelques lignes que je vais vous citer. Et ensuite, je vais vous citer aussi un petit extrait de son livre Baïkal, qui a été publié en France il y a un moment déjà, en 1997. Donc le livre s'appelle Baïkal, tout simplement. Donc ce sont vraiment les vrais poèmes en prose en l'honneur et à la gloire du lac sacré. Pour l'étranger qui ne la connaît pas, ou qui ne la connaît que par lui dire, la Sibérie est un pays immense, rude et riche. Comme si tout y prenait des dimensions cosmiques, y compris le froid et l'hostilité. Pour nous qui sommes nés et vivons en Sibérie, c'est la patrie. Il n'y a rien au monde qui nous soit plus cher et plus proche, qui ait plus besoin de notre amour. Pour l'étranger qui ne la connaît pas, ou qui ne la connaît que par lui dire, la Sibérie est un pays immense, rude et riche. Comme si tout y prenait des dimensions cosmiques, y compris le froid et l'hostilité. Pour nous qui sommes nés et vivons en Sibérie, c'est la patrie. Il n'y a rien au monde qui nous soit plus cher et plus proche, qui ait plus besoin de notre amour et de notre protection que la patrie. Et ce qui fait peur aux autres en Sibérie, pour nous, ne relève pas seulement de l'habituel, mais de l'indispensable. En hiver, on respire plus facilement quand il gèle, lorsqu'il dégèle. Dans la taïga sauvage et vierge, on ressent la sérénité et non la peur. Les espaces démesurés et les rivières puissantes ont façonné notre âme, libre et rebelle. Et le Baïkal devrait écraser l'homme par sa magnificence et sa taille. En lui, tout est grand, large, immense et mystérieux. Il le grandit, au contraire. Vous éprouvez au Baïkal un rare sentiment d'exaltation et d'inspiration, comme si l'éternité et la perfection que vous découvrez vous marquaient. Vous aussi, de leur sceau secret et magique, comme si vous sentiez vous aussi passer sur votre visage le souffle d'une présence toute puissante, et que pénétrait en vous une parcelle de ce mystère merveilleux qu'est l'existence. Vous êtes marqué et distingué dès l'instant où vous êtes sur ce rivage, respirez cette air et buvez cette eau. Merci. Merci. Voilà, s'il y a quelques questions, donc 2-3 questions, je vous en prie. Vous levez pour poser votre question et répondra.
langue chinoise dans la région d'Irkoutsk. Mais vous savez, bon, je ne voudrais pas parler trop de la politique de Vladimir Poutine, mais bon, vous savez que maintenant on développe plutôt les liens avec les pays de l'Asie du Sud, la Chine, le Japon. Les Chinois, il y avait toujours les Chinois chez nous, depuis aussi l'ouverture des frontières depuis le début des années 90, il y en a de plus en plus, mais ils ont quand même peur de notre climat, donc il n'y en a quand même pas énormément. Et puis vous savez, notre peuple autochtone, c'est les Bouriates d'origine mongole, donc c'est des gens avec les yeux bridés, donc le peuple asiatique. Donc du coup, parfois, les gens chez nous, ils le confondent aussi avec les Chinois. Et puis c'est tellement mélangé chez nous que j'ai jamais entendu dire quelqu'un chez nous qu'il ne faut pas qu'ils viennent des Chinois ou qu'ils vont les envahir, etc. Dans la partie centrale de la Russie, peut-être il y a des conversations de ce genre, mais pas chez nous. Une autre question? Oui. Le phénomène climatique sur le Baïkal, avec le réchauffement de la planète, est-ce qu'il a un impact important? Oui, on a questionné pour écrire notre livre avec mon co-auteur, Philippe Guichardaz. On a questionné les météorologues qui habitent autour de Baïkal à l'année, qui prennent tous les jours les mesures partout, sur l'île d'Oléron, sur les autres îles, dans les réserves naturelles. Et ils ne disent pas encore du réchauffement climatique au Baïkal, mais du dérèglement. Avant, il gelait d'une façon plus stable. En fait, on savait que vers le 10 janvier, 15 janvier, au sud, c'était sûr qu'il était gelé. Maintenant, on n'est jamais sûr. Voilà. Donc, il y a quand même des changements. Une dernière question, monsieur. J'avais entendu dire qu'il y avait un projet au nord du Baïkal pour transporter le gaz de Sibérie, le pétrole, et éventuellement de construire des lignes importantes. Qu'en est-il? Un projet de gazoduc au nord du Baïkal. Gazoduc, oui. Et ce projet, au début, il devait passer par le sud. Et vous savez, même on dit que la Russie, c'est pas le pays démocratique comme la France, c'est sûr, oui. Mais c'était quand même le peuple qui n'a pas voulu. Il y avait beaucoup de manifestations à Irkoutsk, dans d'autres villes sibériennes. Les gens, ils étaient vraiment contre, ils se promenaient tous avec les bouteilles d'eau noire dans les rues. Et du coup, le projet, il a changé parce qu'il devait passer par le sud de Baïkal. Et vous savez, toutes les rivières, donc plus de 330 qui se jettent dans le Baïkal, ils se trouvent au sud du Baïkal. Donc, au nord, en fait, vers le nord, c'est juste un Guéra qui part. Donc, du coup, le projet a été retravaillé beaucoup de fois. Et maintenant, ce gazoduc, oui, il est en construction. Et il va passer à 60 km de la pointe nord de Baïkal. Donc, ça ne touche pas du tout le bassin du lac Baïkal. Voilà, merci beaucoup, Irina.